J'aimerais maintenant vous faire part de découvertes personnelles qui ne sont pas basées sur des certitudes. En fait, j'aimerais mettre en perspective des réflexions pour susciter ici, dans cette assemblée, des recherches, des approfondissements ou des remises en question. Essayons de réfléchir sur ce dont nous allons parler demain, la DMLA et le trou maculaire. Rien apparemment ne rapproche, si j'enlève un truc, ce serait mieux, ces deux maladies, si ce n'est la localisation. La dégénérescence maculaire, vous le savez, due à un trouble de perfusion choroïdienne qui provoque une diminution de l'épaisseur choroïdienne, une diminution de la densité vasculaire, du flux, du stroma choroïdien, des dépôts, des altérations au niveau de la brouque, etc. À l'inverse, d'après Donald Gass, le trou maculaire est causé par des tractions, ou plus exactement des contractions vitréennes à la surface de la rétine, et ceci a été reconfirmé récemment par pas mal d'auteurs. Alors vous allez penser que je suis vraiment un indécrottable semeur de merde, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient raison. Je pense que, en tout cas j'ai peur que, comme tous les syndromes de traction vitréomaculaire, ils confondent la cause et la conséquence. J'ai plusieurs arguments à vous présenter. Le trou maculaire ne peut pas être causé par des tractions vitréennes car l'ablation ou l'absence de cortex vitréen n'empêche pas la formation du trou maculaire. Première constatation, le stade 1. Le premier à opérer les stades 1 était Ron Michaels, qui était surpris d'ailleurs d'enlever une couche de vitré malgré un apparent DPV. Il n'avait pas pris conscience qu'il peut y avoir un DPV qui abandonne une plaque de hyaloïde adhérente. Et malgré l'ablation de la hyaloïde, dans 20% des cas, le trou maculaire évoluait vers les stades supérieurs. Le trou maculaire stade 1, c'est-à-dire la menace de trou, évoluait vers les stades constitués. Et de Bustros, 6 ans plus tard, publia une étude qui montrait que l'ablation de la hyaloïde ne change pas l'évolution vers les trous constitués, affirmant donc l'idée qu'un trou maculaire est dû à une traction vitréenne. En fait, la seule chose qui pouvait stopper l'évolution de la menace de trou vers les trous constitués est l'ablation de la limitante interne que j'ai présentée en 2002 à New York et de Bustros, d'ailleurs, à cette époque, on avait confié. Deuxième exemple, nombreux sont les trous maculaires qui surviennent après ablation de la hyaloïde, que ce soit après chirurgie du DR ou après chirurgie du diabète. Troisième exemple, et même après ablation de la limitante interne dans les membranes épirétiniennes. Dans la série que j'avais opérée et que Mariano Hiros a étudiée, sur 681 pelages de limitante interne, après 48 mois, il avait retrouvé 4 trous maculaires. Enfin, comment expliquer les 10% d'échecs à long terme que Godric et Massin publient, avec même 4 malades qui font une récidive de récidive? Tout ça ne tient pas debout. Un trou maculaire pouvant se former en l'absence de hyaloïde ne peut donc pas être causé par des tractions vitréennes. Alors, par quoi est-il causé? Que sait-on sur le trou maculaire? Tout d'abord, des données anapathes. On sait depuis Madreperla, en 1995, que les reflets ainsi que l'opercule des stades 3, il est fort ce mec, il est allé prélever les opercules qu'il y a en avant du trou maculaire stade 3 et il a trouvé que les reflets et les opercules étaient composés uniquement d'astrocytes et de pieds de cellules de Muller. Donc exactement la même chose que les membranes, c'est-à-dire que là encore, il doit y avoir une ischémie, puisque, on vous l'a répété X fois, l'ischémie entraîne une prolifération astrocytaire.
En aucun cas, ça peut être dû à une traction vitréenne, puisque traction vitréenne, comme tous les traumas, aurait entraîné une stimulation de l'EGFR, mais pas de gliose astrocytaire. L'OCT angiographie nous apporte d'autres informations intéressantes en nous montrant qu'il existe dans le trou maculaire une diminution de l'épaisseur choroïdienne et une diminution du flux choroïdien. Contrairement à ce qui se passe dans une ischémie rétinienne, vous vous souvenez tout à l'heure de cette thrombose veineuse, je vous ai montré qu'il y avait un engorgement, au contraire, un engorgement de la choroïde pour supplier cette hypoxie. Cela est très intéressant d'imaginer que, comme dans la DMLA, il y ait une ischémie choroïdienne, parce que ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, le trou maculaire du myophore, où il y a un amincissement choroïdien, comme c'est le cas d'ailleurs dans les taches de Fuchs. Là encore, similitude avec la DMLA. Ça nous permet de comprendre pourquoi on voit souvent une prolifération astrocytaire autour des trous maculaires, cette fois-ci en raison d'une ischémie choroïdienne. Mais chose intéressante, la majorité des auteurs notent que la diminution d'épaisseur et de flux choroïdien est retrouvée même sur l'autre œil, sur l'œil adelphe, ce qui explique le taux important de bilatéralisation du trou maculaire, et tout comme dans la DMLA par exemple. Quoi qu'il en soit, tous attribuent un rôle de perfusion choroïdienne, un rôle important dans la pathogénie du trou maculaire. Ainsi, si l'ischémie rétinienne entraînerait une membrane avec toutes ses variantes en fonction du statut hyaloïdien, y compris les syndromes de traction vitromaculaire, eh bien une ischémie choroïdienne entraînerait un trou maculaire avec ses différents stades en fonction de l'état de la hyaloïde. Alors, pourquoi ces troubles ischémiques choroïdiens à l'origine du trou maculaire et de la DMEA se produisent au niveau de la macula? Bien sûr, à cause Pierre-Olivier en a parlé, d'une fragilité liée aux énormes besoins de la macula en débit sanguin. Vous savez que la choroïde reçoit 80% du sang oculaire. J'ai montré en 1985 à la SFO, grâce à un micro-doppler pulsé qui était doté d'un guide hélium-néon, qui permettait de mesurer de façon sélective le flux des artères ciliaires postérieures courtes rétromaculaires, que le passage de l'obscurité à la lumière s'accompagnait d'un début sanguin 7 fois supérieur. Dans le cerveau, les ischémies se font préférentiellement au niveau des zones séparant deux systèmes artériels voisins. La vulnérabilité vasculaire de la macula s'expliquerait donc par l'existence de zones de partage des os, comme en a parlé Pierre-Olivier. Y a-t-il des zones de partage des os au niveau de la macula? Avant 1979, on considérait que les artères ciliaires postérieures courtes rentraient pêle-mêle derrière la macula et se distribuaient au passage à la choriocapillaire sans zone de partage des os. Et puis, en 1979, à la fin de mon internat, j'ai découvert, je dis bien découvert parce que personne ne l'avait trouvé avant moi, que de chaque côté du nerf optique, les artères ciliaires postérieures courtes étaient divisées en deux groupes bien distincts. Les artères que j'ai appelées paraoptiques, qui sont 5 à 6 artères rentrant le long du nerf optique et vascularisant une portion de choroïde semblable à celle du retard angiographique précoce, et les artères distales, qui sont ici en vert, qui rentrent dans l'œil et qui sont séparées des artères paraoptiques par ce que j'ai appelé une vallée silencieuse, un endroit de choroïde où il n'y a pas de rentrée artérielle. Ça, c'est une
des principales caractéristiques que j'ai pu identifier dans toute la systématisation choroïdienne. J'avais dépecé comme ça 50 et quelques yeux, et la seule chose constante, c'était cette existence de troncs paraoptiques et distaux, les deux étant séparés par une vallée silencieuse. Voilà, ça c'est le tronc distal. Là, vous voyez le tronc paraoptique. Alors, j'ai voulu savoir quels étaient les territoires qui étaient irrigués par chacun des troncs. Donc, j'ai fait un cathétérisme, c'est des différents troncs. Là, le tronc paraoptique en blanc et le tronc distal en noir. Et vous voyez que la zone de partage des os est exactement derrière la macula. Il y a donc une zone de partage des os qui passe derrière la macula. Cette thèse a reçu le prix Chibret, c'est-à-dire le prix de la meilleure thèse de l'année, et tout a été publié. Mais y a-t-il d'autres zones de partage des os au niveau choroïdien? Oui, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant du glaucome néovasculaire, la choroïde est alimentée par deux systèmes artériels différents, les artères ciliaires postérieures courtes, ici, et les artères ciliaires antérieures récurrentes qui naissent du grand cercle artériel de l'iris et qui vont d'avant en arrière et qui se trouvent opposées aux artères ciliaires postérieures courtes. Ça, c'est une artère ciliaire postérieure courte, ça, c'est une artère ciliaire antérieure récurrente. Et vous avez ici un exemple. Vous voyez, ça, c'est une artère ciliaire antérieure récurrente. Ça, c'est l'iris est là. Et ça, c'est les artères ciliaires postérieures courtes. La petite flèche, là, c'est cette artère antérieure récurrente. Et cette flèche-là, c'est l'artère ciliaire postérieure courte. Et vous voyez qu'elle s'anastomose à plein canal. Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'anastomose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous embête avec tout ça? C'est parce que où est-ce que vous trouvez des trous en dehors de la macula? Eh bien, vous en trouvez à l'équateur. Vous en trouvez très exactement à ce niveau-là, au niveau de la zone de partage des os équatoriale. C'est là où vous trouvez les palissades. Et je suis sûr que si vous faisiez des OCTA au niveau des palissades, vous trouveriez un amincissement choroïdien qui correspondrait à l'amincissement rétrinien. Et bizarrement, vous voyez cet aspect-là que l'on connaît bien de vaisseaux hyalinisés au niveau des palissades, eh bien c'est très exactement ce que Yvette avait trouvé. Ça, c'est une limitante interne de trou maculaire. Et Yvette, à l'époque, avait parlé de cordes qui ressemblaient à des vaisseaux hyalinisés. Et si l'on va plus loin dans la réflexion, pourquoi, comme par hasard, les déchirures se forment sur le bord postérieur des palissades? Voici une explication. Disons qu'ici, on est à l'équateur. Là, vous avez les artères ciliaires postérieures courtes. Là, vous avez les artères ciliaires antérieures récurrentes. Pour une raison X, il y a une petite ischémie, une des artères se bloque. Comme il n'y a pas d'anastomose, eh bien, il y a une ischémie qui se forme. Cette ischémie s'accompagne d'un amincissement rétinien et, nous l'avons vu dans l'idème, chaque fois qu'il y a une ischémie, il y a une prolifération astrocytaire. Cette prolifération astrocytaire traverse la limitante interne et s'invagine dans les fibres de hyaloïde postérieure. Et le jour où il y a un DPV, eh bien, il se produit sur cette rétine plus mince et où il y a une fixation, il se produit une déchirure. Et quand on voit les images que Nabil Tariq m'avait envoyées il y a 6 mois, montrant une vitrectomie périphérique avec une hyaloïde adhérente sur des zones de rétine amincie, je suis sûr que vous commencez à voir ces zones d'un autre regard. On comprend alors pourquoi certains font des déchirures et pas d'autres. Tout dépend de l'existence ou non d'anastomose équatoriale
et de zones de partage des eaux. Et si l'on termine en ajoutant que l'autre forme de dégénérescence liée à l'âge se produit justement à l'équateur, c'est ce qu'on appelle la DPLA, vous voyez que tout ça, ça tourne ensemble. Tout dépend à la naissance, si l'on naît avec des anastomoses et des zones de partage des eaux. Là, vous comprenez donc pourquoi certains font des trous maculaires ou équatoriaux, certains font des déchirures et pas d'autres. Et il y a même, ici, vous avez une publication qui montre que les gens, ils décrivent des yeux où il y a des associations entre les trous maculaires, les trous périphériques, les palissades et des déchirures périphériques. Voilà, je pense donc que ça peut susciter chez vous des travaux comme essayer de calculer les épaisseurs choroïdiennes en arrière du givre, en arrière des trous, en arrière des déchirures périphériques. Moi, je ne peux plus le faire. C'est à vous de jouer, mes amis. Yes, Alexandre. Oui, alors j'aurais deux petites questions. Enfin, une qui est à moitié une question. Donc les myopes ont moins d'anastomose, surtout en périphérie? Oui, c'est-à-dire que le myope, si tu veux, plus tu vas en périphérie, plus les îlots coriocapillaires se transforment en palmes comme ça, et plus l'œil est myope, plus il y a de distance entre les différentes palmes. Donc, si tu veux, on peut imaginer que chez le myope, la moindre petite oblitération artériolaire se traduise par une large zone ischémique. Oui. Et la deuxième, qui est vraiment une question, les trous maculaires, on a quand même une prédominance féminine, et j'ai crois 64 ans de tête quand j'ai étudié ça. Peut-être, oui. Et là, est-ce qu'il y a une explication supplémentaire à chercher ou Écoute, les femmes ont tellement d'avantages par rapport à nous que ça serait quand même normal. Quand même. Et justement sur la survenue en fait, finalement des trous ou des déchirures chez les forts myopes qui ont un trou maculaire, peut-être que ça devrait aussi le justifier dans nos prises en charge chirurgicales, peut-être d'aller chercher plus dans le trou maculaire, d'aller regarder quand même la périphérie, du coup... Oui. Pour éviter le décollement post-trou maculaire. Une question statistique. Tu sais, je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous vérifiez, plus de la moitié vérifiez la périphérie. Bon, le risque de décollement après chirurgie de membrane est de 2%. C'est exactement le même risque qu'après cataracte. J'aimerais savoir si tout le monde vérifie la périphérie après cataracte. Je ne suis pas sûr que ça soit d'un intérêt. Non, mais justement, dans le trou maculaire, où il y aurait cette anomalie de... Ouais. Oui. Alors, magnifique présentation, je pense que vous avez tout compris. Je voudrais juste rajouter un petit élément, c'est dynamique. C'est-à-dire ce que vous a dit Didier dans son travail remarquable, il a fait toute sa thèse là-dessus, je l'ai lu, relu et archi-relu avant de comprendre. Et ce qui est très très important, c'est que son travail sur le Doppler, il vous explique qu'à la lumière, il y a un changement de flot. C'est très important. Ça veut dire que, et nous avons également, je ne sais pas si certains le connaissent, Müller et Christian Breschmer ont découvert des muscles non-vascular smooth muscles qui sont sous la dépendance de 1500 à 2000 intracorial neurones. Ces neurones ont la particularité de pouvoir presser l'éponge vasculaire de la choroïde, et forcément, à ce moment-là, ce que dit Didier, toutes les zones de Waterschotzen vont être complètement exsangues. Et ceci se produit particulièrement à l'accommodation. Une accommodation de 6 dioptries diminue la choroïde en temporal jusqu'à 20 à 25 dioptries, 25 microns, ce qui est énorme. Quand vous voyez la lecture qu'on fait comme ça, et effectivement, vous avez aussi le facteur, avec la dopamine, vous augmentez la circulation rétinienne. Je vous rappelle que la dopaminergique va augmenter le flot rétinien, mais également le flot profond. C'est très important parce qu'à ce moment-là, vous augmentez la choroïdialyse, et c'est pour ça que quand vous mettez de la lumière, vous augmentez l'épaisseur choroïdienne. Ces deux éléments dynamiques vont rajouter à toute la physiopathologie que je vous ai parfaitement décrit.
Merci. Merci.